Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur QG Emmanuel Todd pour sa première télévision déconfinée. Démographe, anthropologue, Emmanuel Todd est l'auteur de nombreux classiques, L'illusion économique après la démocratie, L'origine des systèmes familiaux et beaucoup d'autres. Il vient de publier fin janvier un nouveau livre important, Les luttes de classe en France au XXIe siècle aux éditions du Seuil. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et vous collaborez aussi à une nouvelle revue dans la même maison, avec des auteurs de la maison, une revue qui s'appelle Par ici la sortie, dans laquelle vous venez de publier un article sur vos leçons du confinement. Oui, j'ai suivi attentivement les résultats, enfin, dans une approche statistique empirique. Et comme le Seuil faisait cette revue pour analyser un peu ce qui se passait avec des avis très divers, hein, parce que les gens qui sont dans la revue sont vraiment toute la gamme du spectre de gauche, si je suis de gauche. Thomas Piketty, oui, Corinne Pelluchon. Voilà, enfin, vraiment. Et donc, je dis dans ce que j'en pense, c'est-à-dire... Alors, comment s'est passé le confinement pour vous? J'ai fait un confinement classe moyenne avec jardin. Donc, je suis dans les groupes à risque. Hein. Moi, je suis dans ma 70e année quand même, donc j'ai des justifications théoriques. Et donc, j'étais en Bretagne, dans ma chaumière bretonne, où de toute façon, je vais très souvent travailler. Donc, c'était assez irréel parce que c'était un peu comme d'habitude, puisque je passe beaucoup de temps à travailler. Donc, j'étais là. Ma femme était en télétravail. Et donc, on entendait des clapotis d'ordinateur et des vidéoconférences à tout moment. Ma fille cadette est en terminale, et donc elle a appris avec un certain soulagement que le baccalauréat ne serait pas un problème. Et en tant que titulaire d'un bac 68, passé à l'oral, j'étais satisfait d'être aussi vite écrasé scolairement par elle, puisqu'elle a un bac direct. Ensuite, Parcoursup, ça a été... Et moi, je me suis plongé, en fait, dans l'étude du néolithique, que j'avais amorcé, mais là, j'ai vraiment décollé, des choses assez techniques, l'analyse des mobilités locales en 5000 avant Jésus-Christ, en utilisant des ratios d'isotopes du strontium, l'archéogénétique, des nouvelles techniques de datation au carbone 14, et j'ai totalement quitté la planète, puisque je suis rentré dans un monde merveilleux d'expansion agricole, de croît-il patrilocalité, de crise finale de ce premier néolithique, avec des crises cannibales. Vraiment, c'était bien en fait, cette violence finale du néolithique, avec toutes ces exécutions, ces massacres, ces crises cannibales, parce qu'ensuite on relève les yeux, et puis je voyais tous les menteurs qui défilaient sur nos écrans. Je voyais Jérôme Salomon, Véran. J'ai dû voir une fois Macron. Et donc, quand on sort de l'analyse du site de Herxheim, où il y a plein de restes de squelettes humains, avec les crânes taillés en forme de coupe, les os longs taillés façon boucherie pour en extraire la moelle, avec l'analyse qui en fait une sorte de Delphes du cannibalisme, au début du 5e millénaire, on se dit, Macron, c'est pas si grave, il est bête, mais quand même, ça va, il y a de la marge. Ça tranquillise le néolithique. Hein. Ensuite, je suis rentré à Paris, où j'ai trouvé des gens qui avaient vraiment vécu l'épidémie, en fait. Donc c'était assez dur, parce qu'en Bretagne, l'épidémie était un concept plutôt qu'une réalité. Dans la commune où j'étais, il n'y a pas eu un seul cas. Tout le monde a eu très peur, et tout le monde continue d'avoir très peur partout. Mais en fait, Paris, c'était un peu plus... On sent que les gens étaient un peu plus secoués. Et puis, quand j'ai appris que les enfants très jeunes n'étaient pas du tout contagieux, j'ai foncé voir 3 de mes petits-enfants à Montigny. Puis voilà. Puis ensuite, j'ai repris ma carrière de retraité. Alors, vous évoquiez à l'instant les menteurs que vous avez vus à l'écran pendant votre confinement breton. Pas de masque, pas de gel, pas de test, tout ça dans une puissance mondiale telle que la France.
J'imagine qu'en tant qu'individu, ça vous a consterné, mais peut-être qu'en tant que chercheur, en tant qu'intellectuel, ça vous a réjoui parce que d'une certaine façon, c'est la validation de toutes vos thèses sur notre absence de souverainisme économique et ses conséquences graves pour la France. De destruction de l'appareil industriel, oui. Le paradoxe, c'est qu'on a vécu une phase d'hystérisation du mensonge. C'est-à-dire que vraiment, et pour moi, le dieu du mensonge, ou la marionnette du mensonge plutôt, c'est Jérôme Salomon, donc, qui arrivait tous les soirs et qui racontait n'importe quoi, avec un aplomb extraordinaire. Hein. Nous, on l'appelait Pinocchio en famille, en se demandant pourquoi son nom ne s'allongeait pas, comme le docteur dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et donc, non, 10% de morts en réanimation, alors que c'était 30-40. Ah non, les masques, enfin, tout le monde connaît les histoires sur les masques. Ah, la différence allemande, moins de morts. On ne sait pas pourquoi, on réfléchit. Enfin, c'était vraiment... Mais ces mensonges répétés, il me semble, je suis plus sûr, en fait, quand c'est Macron, je ne regarde plus vraiment, parce qu'il n'arrive plus à capter mon attention, parce qu'il n'y a pas de fait dans ce qu'il dit. Mais c'est cette succession de ce décollage de la réalité, des gens qui nous gouvernent, en public, c'est-à-dire avec une vérité qui est apparue quand même. Les gens ont compris. Les gens se défient de cette caste gouvernante. Le paradoxe de ce paroxysme de mensonges, c'est que je pense qu'il a fait prendre conscience de la réalité à beaucoup de gens. C'est-à-dire que ça a été le grand révélateur, et cette épidémie est probablement en fait un grand moment de vérité. C'est-à-dire que ça nous donne ça nous permet une sorte d'étalonnage du mensonge des dirigeants. C'est-à-dire, quand les types ils nous ont promis que Maastricht, ça allait être Byzance, qu'on allait vraiment avoir des accélérations de la hausse du niveau de vie incroyables sur Maastricht. Mais les gens ne comprennent pas les mécanismes monétaires. Les gens ne sont pas censés savoir que les pays d'Europe sont tellement différents sur le plan anthropologique que ça ne pouvait pas marcher. Les gens ne pouvaient pas imaginer à quel point Mitterrand était totalement nul en économie, sans parler des énarques qu'il conseillait. Tout ça n'était pas imaginable. Hein. Les gens, pour les retraites, les gens n'étaient pas... Enfin, les gens ont quand même compris que c'était une escroquerie, mais la vérité de la vérité sur les retraites, à savoir que le projet, c'était, et peut-être c'est toujours, de supprimer les retraites, ou ce qu'elles sont stables, en tout cas. On ne sait pas, c'est compliqué. Mais avec les masques, avec les 30 000 morts, dont 20 000 inutiles, sans doute, les gens ont compris le mensonge. Et ça va nous permettre d'évaluer tout ce qu'ils nous disent maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'ils mentent. Comme je dis, gouverner, c'est mentir. Les gens ont compris, mais est-ce qu'ils en tireront les conclusions politiques? Alors, les conclusions... c'est le côté désespérant. C'est-à-dire que les gens ont compris que la globalisation, ça ne marchait plus. Les gens ont compris que l'Europe, qui est un élément de cette globalisation quand même, ce rêve d'un monde universalisé, sans nation, les gens ont compris. C'est pour ça que je dirais qu'en un sens doctrinal, l'idéal souverainiste, au sens très général, hein, pas au sens français, a gagné. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des idées ou quelques mots, de parler de souveraineté économique, de souveraineté nationale, de rapatriement des industries. Il faut le faire. Et c'est une chose très compliquée qui demande beaucoup d'énergie. Et pour que ça marche, pour impliquer l'idée souverainiste, pour sortir de la globalisation, il faut quelque chose qui est plus profond, plus irrationnel, qui est de l'ordre de la foi. Il faut avoir foi en sa nation en tant que projet collectif, avec une idée de solidarité entre les gens qui sont dans cet hexagone et ces îles périphériques, si on peut dire. Et cet état d'esprit, cette psychologie fondamentale du sentiment national n'est pas là. C'est très logique. J'avais écrit dans l'illusion économique, c'était à la fin de la deuxième moitié des années 90, j'avais dit ça n'est pas la globalisation qui détruit les nations, c'est l'autodestruction des nations qui permet la globalisation. Et qu'est-ce que c'était l'autodestruction des nations? C'était cassure dans leur homogénéité culturelle par le développement de l'éducation supérieure, une sorte de stratification des sociétés, et puis une pulvérisation des idéologies d'intégration des individus,
et la montée de ce qu'on a appelé diversement l'hyper-individualisme contemporain, le narcissisme ou tout ce qu'on veut. Et c'est à cause de tout ça qu'ont pu être mises en place les politiques économiques menant à l'inégalité, à l'insuffisance de la demande mondiale, à la baisse du niveau de vie actuellement en France. Et le problème, c'est qu'une fois que vous avez constaté cette baisse du niveau de vie, cette montée relative des inégalités à l'échelle planétaire, vous vous retrouvez face à des nations qui, en un sens psychologique, ne sont toujours pas intégrées. Et donc vous êtes menacé par l'atomisation et le chaos. Et c'est pour ça que on n'a pas du tout en France un souverainisme mature. Voilà. Ça nous ramène à un phénomène, pour le coup, très déprimant que vous pointez dans ce livre. Et c'est le rapport des Français à l'euro. C'est-à-dire que vous dites qu'avant 2005, avant le référendum volé, il y avait un grand scepticisme par rapport à l'euro. Maintenant, il n'y a pas une adhésion, mais il y a une espèce de résignation, d'acceptation de l'euro. Et de fait, on l'observe depuis la présidentielle 2017, il n'y a plus un seul parti, un seul grand parti français qui a à son agenda politique, à son programme politique, le Frexit. Comment est-ce que vous expliquez Non, mais en fait, c'est le paradoxe de la situation. C'est que dans le livre, il y a toutes sortes... Je fais une analyse très détaillée de l'état d'aliénation idéologique des diverses catégories sociales. Et je parle de cette évolution psychologique. Je vais sur des notions psychologiques d'hommes fatigués, etc. Mais en fait, maintenant, on est, je dirais, à une étape suivante. Donc, je pense que le livre est plutôt validé par ce qui s'est passé, et on va voir que la baisse du niveau de vie va être accélérée, bien entendu, par l'épidémie, mais elle était enclenchée bien avant. Mais regardez, là, on est au lendemain d'une épidémie. Le gouvernement a fait faillite, tout le monde le sait. Dans un monde normal, ou dans une société politique normalement structurée, on aurait vu se mettre en place des forces d'opposition proposant des projets alternatifs. Et on n'a rien du tout. Et les sondages nous montrent même que le vote pour des partis censés être menaçants, comme le vote Front National, n'est pas du tout merveilleux. Alors, les municipales ont bien montré, en fait, le rejet du système, je dirais, et le rejet du gouvernement. Je sais que tout le monde fait comme s'il y avait une vague verte, mais en vérité, voter vert, c'était... je ne sais pas, maintenant, le problème de l'électeur en France, c'est ne pas voter à droite, ne pas voter socialiste, et ne pas voter Macron. C'est ça. Bon. Donc la plupart des gens n'ont pas voté du tout, puisque le taux d'abstention, c'est le résultat des municipales, en fait. Mais ceux qui votaient ont pas mal voté vert, mais c'est, sans mauvais jeu de mots, c'est un vert vide. Parce que les verts n'ont aucun élément de programme qui amène une solution à quoi que ce soit. Je veux dire, dans un monde qui vient de découvrir qu'il n'a même pas l'appareil industriel pour assurer sa sécurité sanitaire, c'est clair que savoir si on va réduire le taux d'émission carbone ou les centrales nucléaires ou des choses comme ça, ou rouler un peu plus en vélo dans les villes, c'est juste pas ce qui est important pour les Français, pour tous, hein. Pas simplement pour les prolos qui votent Front National, pas pour les gilets jaunes qui veulent rouler en diesel. L'un des trucs que je montre dans le bouquin, c'est l'aliénation maximale, qui est celle des gens qui ont voté Macron, je veux dire, des profs, des gens qui se pensent ouverts, etc., et qui en fait ceux que j'appelle les losers d'en haut. Donc on est, en fait, on sort, alors on sort des colères, on sort des menaces de violence quand même, hein, mais qui vont se fixer sur des choses très, très intéressantes et en un sens légitimes, qui n'ont pas tellement de rapport avec les problèmes concrets qu'on a. Lutter contre le racisme aux États-Unis. On va y revenir. Et voilà, très bien, d'accord, pourquoi pas. Mais ça ne devrait pas être la priorité pour les citoyens et électeurs français. C'est certainement une priorité pour les électeurs et les citoyens américains. Mais là, on devrait être en train de parler de reconstruction industrielle, on devrait être en train de discuter de notre sortie de l'euro, le rétablissement de protection commerciale pour protéger ce nouvel appareil industriel sanitaire, de reconstruction de l'hôpital. Et en fait, rien. Et surtout, moi, c'est comme si je sortais du coma, en fait, un peu comme tout le monde. Hein. On sort tous dans un monde nouveau, enfin, qui est vachement ancien d'allure. Et pour moi, le sommet de l'irréalité, c'est d'entendre, je dis, la classe journalistique. Je veux dire la classe journalistique
pour bien dire qu'il y en a certains qui sont quand même pas aussi horribles que je vais dire, qui prennent les élections municipales au sérieux et qui continuent à parler du gouvernement comme si ce gouvernement était sérieux. Alors que ce qu'on a vu, c'est l'effondrement de l'État central, que la France a tenu par ses citoyens, par ses médecins, dans quelque chose d'auto-organisation. Les autogestionnaires des années après 68 devraient être contents. Ce qui a sauvé la France, c'est le triomphe de l'autogestion des hôpitaux. Et là, on dit, j'ai vu des trucs. En fait, on est dans un pays où les 2 tiers des Français ne peuvent plus piffer Macron et ne le prennent pas au sérieux. Il n'y a qu'à l'écouter parler pour voir. Enfin, il est ridicule. Et les gens, j'ai vu des types qui disent un renouveau de la présidence jupitérienne. Non mais arrêtez. Je veux dire, c'est quoi? Vous voyez, il y a des moments où on se dit ah ben je suis content. Bon, c'est vrai, j'ai dû attendre l'âge de la retraite, mais quand même, je suis content de savoir ce que ça a dû être sur le plan d'information de vivre en Union soviétique à l'époque de Brejnev. Vous voyez, c'est vraiment très très étrange. Et ça ne peut. Il n'y a pas de mécanisme. Le rôle de la police devient très important, mais le contrôle, je dirais, par l'appareil d'État central explicite avec des interdits très forts de l'information n'existe pas. Donc pour un sociologue, pour un historien, c'est hyper intéressant d'essayer de voir comment une société développée, avec tant de moyens de communication, arrive à produire ce système de non-information. C'est vraiment intéressant. Mais je crois qu'à la racine, c'est qu'il n'y a pas les forces collectives, il n'y a pas les sentiments de classe, les sentiments nationaux qui permettraient de se réorganiser. On va y venir. Restons un petit moment sur le vote vert. Oui. C'est quoi, à vos yeux? C'est vraiment la valeur refuge pour les anciens électeurs socialistes et macronistes? Oui, en gros, je crois que quoi dans les jeunes générations ou dans les milieux, ce que j'appelle la petite bourgeoisie PCIS, CPIS, cadre et professions intellectuelles supérieures, et les croyances écologiques sont fortes. Et en un sens, c'est vrai, c'est important, la planète. Comme disait Védrine l'autre jour, m'a-t-on dit, il dit, j'ai toujours été... Qu'elle demandait pour... Je n'ai pas écouté, j'ai pas entendu maman raconter, il disait qu'il avait toujours aimé la nature. Formidable. Hein. Vraiment, on est à un niveau de conscience idéologique extraordinaire, mais c'est comme... Et donc les gens veulent rouler en vélo, et les gens des centres-villes sont vraiment motivés par ça. Alors très souvent, c'est ceux qu'on appelait les bobos, puis les winners, que j'appelle moi les losers d'en haut, qui sont souvent dans des 2 pièces de 45 mètres carrés dans les quartiers de la rive droite, et ils sont super contents de rouler en vélo, vous voyez, mais c'est un vote local en fait. C'est comme un vote municipal autrefois. Alors que les problèmes de la France, on devrait être en train de poser question de reconstruction industrielle, ou alors, si on parle d'écologie, ben d'accord l'écologie, mais qu'on nous parle de mesures protectionnistes, ou qu'on nous dise d'où viennent les éoliennes, d'où viennent les panneaux solaires, et qu'on réserve à la production nationale la production de ces biens. Et dans ce cas-là, effectivement, il y aurait une compatibilité entre écologie et protectionnisme, etc. Mais je crois que fondamentalement, les gens, on a vu l'appauvrissement de la France avec les hôpitaux. Je veux dire, les Français vivaient... Alors, on avait des accidents de train, j'en parle dans mon bouquin. On avait des escalators en panne. Quand on vient du nord de l'Europe, c'est vraiment frappant que la France commence à être sous-développée. On a eu l'incendie de Notre-Dame. On nous disait, mais vous avez le système de santé le plus formidable du monde, ne vous en faites pas. Hein? Alors, on a un petit peu décroché en termes de mortalité infantile, donc moi j'avais vu dans mes chiffres de bouquins, c'est pas encore le drame, mais c'est pas merveilleux. Et avec les hôpitaux, avec des infirmières protégées par des sacs plastiques, des sacs poubelles, hein, ah ben non, pas de respirateur, les masques, les prières, l'humiliation. Mais l'humiliation, il faut quémander des masques, etc. Là, on a vu qu'on était un pays qui marchait vers le sous-développement. Et j'espère que les gens vont comprendre que le destin des hôpitaux est leur destin. Dans le livre, je parle contre l'INSEE, j'ai polémiqué avec l'INSEE avant l'épidémie, je parle de la baisse du niveau de vie français. Mais je ne sais pas si les Français ils voient les baisses du niveau de vie comme des choses sectorielles, associées à certains groupes sociaux, mais ils ne voient pas à quel point l'appauvrissement de notre pays, donc de tout le monde,
y compris les plus grands bourgeois, ils seront toujours à l'aise, mais moins, est notre destin. Et la politique n'est pas encore sérieuse, parce que on devrait parler du fait qu'on est en train de devenir pauvre à l'insu de notre plein gré. Alors voilà ce que je pense des Verts. Vous êtes l'un des rares et même l'un des seuls intellectuels... J'ai pas une grande confiance dans le personnel politique vert. J'en ai vu beaucoup. Je sais ce qui les fait marcher. Vous pensez à qui? Et je ne veux pas donner de nom. D'ailleurs, je n'en ai pas vraiment en tête. Mais je sais que la verdure n'est pas leur préoccupation principale. Je n'en dirai pas plus. Vous êtes l'un des rares intellectuels et même des seuls intellectuels du pays à avoir pris la mesure de l'événement Gilets jaunes depuis 2018 et à l'avoir accompagné dès le début en disant qu'il vous avait fait retrouver la fierté d'être français. Et on en trouve évidemment la trace beaucoup dans ce livre. J'ai un chapitre complet. Un chapitre entier. Cette explosion sociale n'a pas eu encore de véritable réponse politique. Est-ce que vous pensez qu'à terme, ceux que vous appelez l'aristocratie stato-financière, donc les 0,1% les plus riches, les plus favorisés du pays, ne prend pas un risque de se moquer à ce point du monde et de n'avoir rien lâché en réalité, ou quasiment rien depuis 2 ans? C'est très... c'est le grand mystère. Moi, je suis... En fait, j'aime pas les populistes. J'aime pas le populisme, mais c'est vraiment une... Je ne sais pas si je vais surprendre en disant ça, mais c'est pas du tout ma tendance. J'aime pas l'élitisme. Mais le populisme, c'est pareil. Pour moi, c'est les versants pile et face d'une même réalité. Pour moi, une démocratie qui marche, il faut un peuple et il faut des élites. Et puis, il faut une relation de confiance et de responsabilité mutuelle. Et ce qui est typique de la France, c'est qu'on a le populisme, qui n'est pas un bien en soi, parce qu'on a des élites irresponsables. Dès que vous avez des élites responsables, vous n'avez plus de populisme. Le Japon n'a pas de populisme. L'Angleterre n'en a plus, avec le passage du Brexit. Et alors Trump, les États-Unis, ils sont tellement divisés que c'est un peu plus compliqué. Mais ce qui caractérise la France, c'est vraiment d'avoir atteint un niveau d'aveuglement et d'irresponsabilité de ces élites qui est un vrai problème historique et sociologique. Et comment dire, moi j'ai toujours milité, quand je militais en tout cas, pas du tout dans le dégagisme. Maintenant, je suis un peu dans le dégagisme avec cette équipe-là, parce que vraiment, là, ils ont quand même fait un peu fort. Vous n'êtes pas le seul dans le pays. Voilà. Et puis moi j'ai dit, et je le répète, je pense que ces gens doivent être jugés, et certains devraient aller en prison. Pas du tout parce que je leur en veux personnellement, mais parce que si les types qui sont responsables de dizaines de milliers de morts s'en sortent en continuant à passer à la télé et à raconter leurs âneries, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles. Donc il faut, j'aime pas l'expression, mais la justice, c'est pas juste assurer la morale, c'est aussi faire des exemples pour que ça ne se reproduise pas. Et tant que personne n'aura jamais été puni pour rien, tous les gens qui vont se précipiter pour avoir le pouvoir seront potentiellement des escrocs. Vous voyez? Si juste arriver au pouvoir, c'est passer à la télé, se marrer et faire n'importe quoi, et puis ensuite on s'en va et il ne se passe rien, alors là, Fillon, quand même, ça donne un peu espoir. Mais oui, c'est pas possible. Il ne s'agit pas de punir pour punir. Vous voyez, donc, mais dans l'ensemble, c'est exceptionnel. Il y a eu cette crise. Ils ont menti. Ils ne comprennent pas. Là, cette équipe-là, il faut la faire dégager. Mais ce dont on aurait besoin, c'est de l'émergence d'élites intelligentes. Alors peut-être il faut chercher du côté des gens qui savent faire quelque chose, comme les ingénieurs ou les médecins. Vous voyez, moi, je travaille quand même beaucoup maintenant sur la distinction entre travail productif et improductif, pas au sens classique. Vous voyez, mais il y a vraiment, on peut en parler, on peut développer. J'ai des idées sur les raisons de... Mais là, l'élite politique dirigeante française a atteint un niveau d'étroitesse dans le recrutement, avec des procédures spécifiques pour sélectionner les plus bêtes. Vous voulez que je vous dise comment ils font ? Alors déjà, le concours hyper sélectif, c'est très mauvais, parce que donc les gens arrivent au concours avec l'idée qu'il faut être parfait. Mais
si vous voulez être parfait, vous ne pouvez plus avoir de pensée. Avoir des idées, c'est être imparfait, c'est dérailler un moment. Vous voyez, je veux dire, si vous avez que des bons élèves parfaits, vous aurez déjà des gens qui fonctionnent vite intellectuellement, il n'y a pas de problème. Mais fonctionner vite, ce n'est pas l'intelligence réelle, ce n'est pas l'intelligence créative qui permet de réagir à l'événement. Donc vous avez ça, donc vous avez ce genre de perfection, vous entrez à l'ENA, puis ensuite à l'intérieur de l'ENA, vous êtes sélectionné, mais avant même pour rentrer à l'ENA, par exemple, il faut croire des trucs, il faut croire que l'euro marche. Vous voyez? Ou tellement bien dissimuler sa croyance en le fait qu'il ne marche pas, que ça devient la même chose que le croire. Mais ça veut dire, comme l'euro ne marche pas, en fait, vous sélectionnez les plus bêtes, les plus délirants ou les moins aptes. Donc pour rentrer à l'ENA, je veux dire, il faut être idiot. Je veux dire, c'est un critère. Je veux dire, si vous êtes intelligent et créatif, vous n'avez aucune chance. Vous voyez? Et alors, à l'intérieur de ça, ils prennent les plus conformistes qui mettent à l'inspection des finances, au Conseil d'État. Et là, vous parlez des élites politiques, mais Ah dans ouais. votre livre, ça s'étend. C'est beaucoup plus large que ça. Ah ouais, moi, je suis un vrai démocrate. Et par ailleurs, alors oui, ça je le dis, vous ne faites pas partie, comme Jean-Claude Michéa et autres, adorateurs de la vertu des classes populaires, oui, pas du de tout. ceux qui entretiennent l'idée que c'est dans ces couches-là qu'une vertu exemplaire serait conservée. Oui. Pour vous, il y a une médiocrisation générale. Oui, mais comment dire oui, il y a une dimension pessimiste dans le livre, certainement. C'est-à-dire que quand on étudie, là, c'est mesuré de façon assez fiable par des tests en calcul, en fait, des opérations à trous, faits à la fin du primaire, et on voit le niveau baisser, mais pour toutes les catégories sociales. Je dirais, c'est à la fois complètement déprimant. Cette baisse du niveau éducatif, oui. Vous l'interprétez comment en tant qu'anthropologue? C'est toutes les questions. Je pense que, je dirais de la façon la plus banale, et j'avais fait la même chose en étudiant les générations américaines, c'est en un sens très technique, c'est le reflux de la lecture. C'est-à-dire que moi j'ai la conviction, et c'était mesuré par certains, que pratiquer avant un certain âge, c'est-à-dire avant la puberté, la lecture intensive contribue à la formation du cerveau. Pas des textes intelligents, hein. Je veux dire, les enfants peuvent lire des romans à l'eau de rose à toute vitesse, ou des space opéra, n'importe quoi. Quand on lit beaucoup, je pense que ça élargit le cerveau, en fait. Ça rend intelligent. Les gens disent, on croit que c'est les gens intelligents, les enfants intelligents qui lisent. Moi, je pense que c'est les enfants qui lisent qui deviennent intelligents. Donc, si la lecture s'effondre, bon, je repars, mais la télé avant les jeux vidéo, hein, c'est pas les... Voilà. Et ben, le niveau intellectuel baisse. Mais pas... Ça ne veut pas dire que les gens deviennent idiots, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas lire. Je ne suis pas en train de répéter une couverture du Point, là. Vous voyez? Et puis moi, j'ajoute que c'est pareil pour les enfants des lecteurs du Point. Vous voyez? Donc c'est démocratique comme chute. Et puis, il y a quand même cet élément, je tiens à le dire, un élément optimiste au sens des luttes futures. C'est clair que d'un niveau éducatif qui baisse dans une phase d'ultra-individualisme, ça n'évoque pas des lendemains qui chantent sur le plan de l'organisation des luttes. Hein? Mais quand même, bon, je parlais tout à l'heure du système d'une université ou de grandes écoles, je ne pense pas aux grandes écoles scientifiques qu'il faut protéger, qui se consacrent à la sélection des moins aptes, en exagérant un petit peu, mais en sélectionnant que des gens conformistes, etc., et qui mettent à l'écart toutes sortes de gens intelligents, et puis surtout toutes sortes de gens du peuple, donc plus de méritocratie, et ben, en vérité, ça veut dire qu'il y a plein de gens intelligents qui ne peuvent plus faire d'études supérieures dans les milieux populaires, et qui s'accumulent dans les milieux populaires, et qui sont des cadres pour les révoltes futures. Donc, moi, je pense qu'une partie de ce qui a désarmé la gauche, ou toute forme de contestation, après la guerre, c'est qu'on a quand même... Le système scolaire a été véritablement méritocratique pendant quelques décennies, et on a pompé toutes sortes de gens, les cadres de la révolte, les ouvriers qualifiés qui étaient les cadres du Parti communiste,
leurs enfants ont été aspirés par ce qu'il y avait de mobilité sociale ascendante, et ça menait à l'effondrement du PC et des choses comme ça. Et là, on est dans une phase de réaccumulation de cette intelligence, quand même, dans la moitié inférieure de la structure sociale, qui explique déjà, je pense, pas mal l'efficacité des Gilets jaunes. Pour moi, l'affrontement des Gilets jaunes, c'était l'illustration de cette théorie. Vous avez l'énarque, directeur de cabinet, ou grouillot, débile dans un ministère, qui ne comprend pas ce qui se passe, et face à lui, des mecs qui n'ont pas fait d'études et qui comprennent très bien ce qui se passe. Et on a vu qui avait gagné. Alors le titre de votre long chapitre sur les Gilets jaunes est assez savoureux, puisque vous parlez de cycle Gilets jaunes, 2018-2068. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'on est parti pour un cycle de combat social long et que les Gilets jaunes pourraient être ceux justement qui ont enfoncé la porte pour les autres finalement? C'était le début, mais les Gilets jaunes, alors c'est un mouvement qui était, alors sur le plan territorial, très bien dispersé sur le territoire national. Ça ne respectait pas les vieux clivages religieux, anthropologiques et autres. Donc sur le plan territorial, ça a plutôt tracé le portrait d'une France assez unifiée. La sympathie que les Gilets jaunes ont suscité, même à l'époque où ils cassaient pas mal de vitrines, de 70% de gens favorables montrent qu'ils brisaient d'une certaine façon encore un signe d'homogénéité. Mais il y avait quand même deux éléments qui en faisaient un phénomène encore localisé dans la structure sociale. Il y a d'abord, même parmi les gens qui, dans les sondages, étaient favorables aux Gilets jaunes, se sentaient, surtout si ça avait fait des études supérieures, très différents. C'est-à-dire cette espèce de racisme culturel qui est venu du développement des études supérieures a quand même agi. J'ai entendu des gens, genre profs, retraités, sympas, me disant « Ah bah oui, c'est en Bretagne, c'est dans le nord de la Bretagne, pas dans mon coin. » Oui, oui, les Gilets jaunes, je les ai vus de loin, mais quand même, c'était pas des gens comme moi. J'étais content qu'ils s'acceptent de recevoir un intellectuel parisien. J'aurais pu ne pas être comme eux, on ne sait pas. Bon. Donc il y avait ça qui est un problème. Et puis il y a le fait que les Gilets jaunes, c'était clairement centré, le phénomène Gilets jaunes était quand même clairement centré sur le secteur privé, petits patrons et employés et ouvriers du privé, donc du secteur le plus fragile. Donc c'est un morceau important de la société française, pour qu'ils aient tel impact de masse, c'est un grand morceau. Mais il n'y avait pas le secteur public, il n'y avait pas les hôpitaux. Et voilà. Et donc, et puis il n'y avait pas toutes sortes de catégories en chute libre, comme les jeunes diplômés du supérieur, qui se sentent différents. Moi, je ne crois pas aux révolutions sans élite. Je ne crois pas à la notion de peuple. Oui, le peuple, bien sûr, j'en fais en un sens très général. Nous faisons tous partie du peuple français. Et quand on connaît les États-Unis, l'Angleterre ou le Japon, on peut vous dire que même les milliardaires français qui parlent anglais comme des vaches espagnoles, je veux dire, font partie du peuple français, qu'ils le veuillent ou non, et quel que soit leur niveau de pognon. Hein, vraiment, il n'y a pas de... Mais le peuple, en un sens révolutionnaire de gauche, il y a un peuple se révoltant sans élite dirigeante. C'est pas forcément le parti bolchevique, hein, mais des élites dirigeantes. Ça, j'y crois pas du tout. Et donc, la lutte des classes en France deviendra opérationnelle, sérieuse, pour moi, que quand les jeunes diplômés du supérieur auront compris qu'ils font partie des cocus de notre monde et quand ils arriveront à sentir qu'un gilet jaune, qu'un cariste qui transporte des paquets et lui ont quelque chose en commun. C'est ça le critère, en fait. C'est loin d'être fait encore. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, moi, tel que je suis, j'ai ça en moi. Ça ne veut pas dire de partir en vacances avec les gens du peuple. C'est pas ça. Il ne s'agit pas d'être dans une divinisation des milieux populaires. Il faut admettre ce qu'on est. Je veux dire, moi, je vis dans les livres, je pense tout le temps à lire. 90% de ce que je dis est en anglais. C'est clair que je ne vais pas tailler des bavettes sur mes recherches sans arrêt avec des petits entrepreneurs
ou des employés du privé. C'est pas ça. C'est qu'on peut se parler. Et c'est un sentiment de fraternité on a des métiers différents, des spécialisations différentes, mais on a en commun une humanité qui s'incarne d'une façon précise et concrète dans le fait d'être français. Et on a tous en commun quand même un système de mœurs. Les rapports entre hommes et femmes en France sont un peu, contrairement à ce que pensent les gens, assez proches dans tous les milieux. S'ils allaient un peu plus à l'étranger, les gens du milieu ou même de la classe supérieure française sauraient à quel point ils sont plus proches des ouvriers français que de leurs homologues japonais ou américains. Hein. C'est quoi, selon vous, les racines de cette espèce d'apartheid social, justement, qui s'est institué en France, entre les différentes classes? Simplement, il y a eu un moment, quand j'écrivais l'illusion économique, où le fait d'avoir fait... Il n'y avait pas encore trop de gens qui avaient fait des études supérieures, donc il y avait encore de la place économique pour tous les gens qui avaient des études supérieures. Faire des études supérieures donnait des privilèges économiques. On disait, je crois qu'il y avait l'un des derniers bouquins de Galbraith, père, dont j'ai oublié le nom, en anglais et en français. Il parlait de ce cinquième de la société à propos des États-Unis. Je crois qu'en français, c'était la République des satisfaits ou un truc comme ça. Je ne suis plus très sûr. Mais dans la période suivante, les études supérieures ont continué à progresser, de plus en plus de gens, de jeunes, et les places dans une économie contractée par le libre-échange, les places ne suivaient pas. Et ensuite, vous avez eu ce groupe supérieur qui avait commencé à vivre dans un entre-soi super ravi, avec des privilèges économiques, et le sentiment d'avoir une culture, puis de pouvoir écrire les uns pour les autres, de plus parler au peuple. Avant, quand il y avait 1% d'éducation supérieure, à 99% ça, il fallait parler à des gens normaux. Hein. Je ne dis pas que les éducations supérieures ne sont pas normaux, mais ils ont commencé à être normaux. Et ce monde-là, dans ses fractions jeunes surtout, a commencé à perdre ses privilèges économiques. Et le vrai drame, c'est que ça produit une sorte de fausse conscience, une volonté de croire qu'on gardait ses privilèges. Et donc c'est pour ça que je décris cette cascade des mépris descendants dans mon bouquin. Donc vous avez les ouvriers qui votent Front National pour mépriser les immigrés, mais vous avez au-dessus les gens à études supérieures dont les revenus baissent, dont les surfaces habitables baissent, qui quand ils sont jeunes ne peuvent plus se payer une voiture neuve, et donc qui ensuite vont dire c'est formidable de rouler en vélo, et d'interdire l'accès de nos villes aux ouvriers. Et puis, quand même, ce qui nous reste, c'est qu'on est quand même vachement supérieur à ceux qui votent Front National. Et donc, où le mépris de l'électeur du Front National est devenu un analogue du mépris des enfants d'immigrés maghrébins. Et donc là, si on veut en sortir, c'est pas gagné, il faut que ça cesse. C'est pour ça que je dis, pour moi, la lutte des classes, je voudrais être clair, c'est pas la violence, c'est pas la division de la société. La lutte des classes, c'est une recette sûre. C'est 99% des Français contre le 1% d'en haut, et en évitant la violence. Vous voyez ? Je dis ça parce que là, on est dans grand risque de violence. Et qui ne sera pas la lutte des classes, qui sera l'anarchie. Venons-en à un phénomène nouveau pour la France, depuis la fin du confinement, c'est le surgissement dans l'espace public de ces manifestations de masse initiées par le comité La Vérité pour Adama, dans le sillage, bien sûr, de l'émotion mondiale suscitée par la mort à Minneapolis de George Floyd. Donc le 2 juin et le 13 juin dernier, à Paris, on a vu des foules impressionnantes descendre dans la rue, des primo-manifestants, des gens très jeunes, pour beaucoup des très jeunes gens venus des quartiers populaires de la banlieue parisienne. J'aimerais vraiment avoir le point de vue de l'auteur du destin des immigrés sur ce phénomène nouveau et la violence verbale que suscite ce phénomène dans les médias en ce moment notamment. Je suis fondamentalement ravi. Il n'y a pas de... D'ailleurs, de toute façon, dans mon livre, il y a de longs développements très originaux qui ont été permis par le travail d'un jeune analyste de ces choses qui s'appelle Johan Guilman et qui m'a fait une étude sur l'attitude réelle des banlieues vis-à-vis des Gilets jaunes et qui montre que ce n'était pas du tout comme à l'époque Charlie, où il y avait une réelle mise en retrait,
mais qu'en fait, il y avait un grand mouvement de sympathie qui ne pouvait pas s'exprimer par des prises de risques inconsidérées dans les manifestations, mais qui s'exprimait par une production de rap massive, pro-gilets jaunes, voilà. Donc, tout ce qui est activation politique des banlieues est une bonne chose. De même que, honnêtement, comme je me demandais dans quel état psychologique les gens allaient sortir du confinement, s'ils allaient être, je ne sais pas comment dire, éteints par l'épreuve, trop contents d'en sortir et voulant tout oublier. Et je dirais que c'est toute expression de révolte, aller à des manifestations interdites, est à encourager. Donc c'est fondamentalement bien. Mais ce qui est un peu troublant, c'est de voir ce qu'on est en train de vivre, c'est le début d'une crise économique, des difficultés économiques massives dans toutes sortes de secteurs, et c'est troublant de voir cette révolte se fixer sur des critères ethniques et de race. Surtout que, bien entendu, les gens de la police en France sont certainement capables, certains en tout cas, de comportements racistes. De toute façon, je les connais par cœur. Quand j'étais petit, à l'époque de la guerre d'Algérie, on considérait que j'avais une tête d'arabe, donc je sais exactement comme ils sont. Vous voyez, je suis sans... Bon, voilà. Mais le racisme, au sens américain, n'existe pas en France. Je veux dire, les Français n'ont pas l'obsession des Noirs. Vous voyez, donc en fait, quelque part, le décalque, les Américains, on a vraiment l'impression qu'ils n'en sortiront jamais. Vous dites ça, mais en même temps, vous y faisiez allusion à l'instant. Les jeunes des quartiers populaires, donc vous dites noirs, mais noirs et arabes, hein, parce qu'il y a aussi un passif colonial très fort en France qu'on ne peut pas faire semblant d'ignorer, lié à l'Algérie notamment. Donc il y a un rapport très spécial aux jeunes garçons arabes dans ce pays. Vous en avez suffisamment parlé vous-même. Mais vous y faisiez allusion à l'instant que ces gens ne se sont pas soulevés, par exemple, pendant les Gilets jaunes, parce qu'ils ont une peur entièrement justifiée de la BAC, parce qu'ils sont d'ailleurs le premier gibier ordinaire de la BAC dans les quartiers. Donc, vous savez bien que le nœud des violences policières, il est réel dans ces... Bien sûr. Mais cela dit, honnêtement, tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ce qu'on a vécu, c'est, je dirais, la tendance générale dans la société française, c'est à des violences policières. Ce qu'on a vu, c'est que le pouvoir était capable d'envoyer sa police violente contre des Français de base. Les Gilets jaunes, c'est ça. Les yeux arrachés, c'est pas les... Vous voyez ? Donc je ne dis pas qu'il faut dire « Ah, c'est formidable, notre police a montré qu'elle était capable de rendre infirmes des gens de toutes couleurs ». C'est clair que la société française est agitée de soubresauts, de révoltes qui, pour le moment, sont désordonnées. C'est une bonne chose que les gens des banlieues participent, mais dans le contexte actuel, la remise en question, le réexamen des comportements policiers est une urgence, puisque maintenant tous les débats tournent autour de la police, puisqu'on va vers des affrontements très durs dans une phase de baisse du niveau de vie, il est évident que la police est maintenant au cœur du dispositif social. Pas les élections. C'est le sujet de réflexion pour un sociologue, ce n'est pas le résultat des municipales. Je veux dire, moi, je ne vais pas perdre du temps sur les municipales. Mais par contre, l'état d'esprit de la police est quelque chose de très important. Les revirements du gouvernement dans la gestion de la police, ce sont des dieux, ils sont méchants, enfin, des flics surmenés en plus. C'est très important, donc ça c'est important, mais dans une phase où on est menacé d'un effondrement du niveau de vie et de l'activité économique et d'une explosion du chômage, le racisme n'est pas la priorité en un sens intellectuel. C'est pas... Je dirais de la même façon, de même que l'écologie n'est pas la priorité. De même que, je m'excuse de le dire, et j'espère que je pourrai rentrer en paix à la maison, de même que le féminisme n'est pas la priorité. C'est comme si les gens ne comprenaient... En fait, les luttes politiques semblent avoir même quand elles concernent des masses, et des gens pas forcément riches ou friqués, on a l'impression que
le programme de décryptage ou d'action politique est très en retard sur la réalité. En fait, c'est comme si la société française n'acceptait pas de voir que ce qui lui arrivait principalement, c'était qu'elle devenait pauvre et que les conflits économiques et les menaces d'instabilité allaient grandir. Et les gens sont là avec des thèmes très importants, mais de mon point de vue, déjà un peu archaïques. Je ne suis pas dans la situation de ces paranoïaques marxistes qui vous disent oui, parler du féminisme, parler de l'écologie ou parler du racisme, c'est rien que des menteries, des leurres pour qu'on ne parle pas des rapports de production. Je ne suis pas du tout dans ça. Je constate qu'on parle de ça, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose du tout, mais que le gros des problèmes est ailleurs. Pour ce qui concerne le féminisme, l'émancipation des femmes est quelque chose qui se produit. Le niveau éducatif des femmes est maintenant, dans les jeunes générations, et même moyennes, est au-dessus de celui des hommes. Donc le triomphe de l'émancipation des femmes est une certitude. Tout ce que je pourrais dire, c'est que, comme c'est gagné, en tant que combat, c'est pas l'hystérisation du combat est un peu curieuse, puisque c'est les hommes. Jamais gagné. On a observé même dans certaines zones du monde des régressions. Ah oui, des régressions locales. Je parle de la France. Tout dépend du système politique dans lequel vous Absolument, évoluez. mais je parle de la France. Mais moi, je suis anthropologue, donc l'émancipation des femmes, comme je suis un bon petit Français, je trouve que c'est très bien. Ça prouve rien à l'échelle du monde, mais moi, c'est mon système de valeurs, donc ça me va très bien. L'écologie, ça va continuer à progresser, mais ça ne donne ça risque d'être un peu englouti par un effondrement économique. Vous voyez, si vous êtes en période d'effondrement économique, le problème, ça ne sera plus de choix entre les éoliennes et le nucléaire. Ça sera, faudra fonder des banques de données alimentaires pour nourrir les gens affamés. Donc on sera un petit peu à côté des problèmes écologiques. La question du racisme, les phénomènes de... Je pense que le problème de la France reste le problème avec l'islam. Et donc c'est une fixation culturelle plutôt que raciale. C'est même quand on compare avec les États-Unis, c'est impressionnant de voir à quel point les Américains sont complètement obsédés par la couleur de la peau et à quel point, alors que l'immigration africaine est devenue très importante en France, les Français continuent d'être obsédés par l'islam, qui est autre chose, et en fait beaucoup plus anti-arabe qu'anti-africain. Vous voyez, donc je ne pense pas... Mais vous êtes d'accord que la fixation sur l'islam, ce n'est pas une fixation religieuse, c'est une fixation d'ordre racial. Vous dites culturel, mais qu'est-ce que vous voulez dire par culturel ? C'est un mélange, mais comment dire ? Moi, dans Le Destin des immigrés, je crois que j'avais été l'un des premiers, pas très nombreux d'ailleurs, à avoir mis en évidence le fait que l'immigration d'origine maghrébine, c'était pas la même chose que l'immigration italienne. À l'époque où il y avait des gens de gauche, moi, super optimiste, c'est pareil, il y avait eu des émeutes anti-italiennes à Aigues-Mortes, je ne sais plus quand, à la fin du XIXe siècle ou plus tard, je crois. Et puis, maintenant, c'est pareil. J'ai dit non, c'est pas pareil, parce que... Et d'ailleurs, je ne situais pas les choses en termes religieux, je les situais en termes de système familial. Je disais non, le système familial italien, même si les Toscans sont un peu patrilinéaires, c'est quand même des systèmes à statut de la femme élevé, des systèmes où on n'épouse pas sa cousine. Alors que les systèmes familiaux arabes, dont les systèmes de Tunisie, d'Algérie et du Maroc ne sont que des variantes, c'est vraiment différent. Il y a un principe patrilinéaire absolu, et puis il y a des barrières entre cousins. Je me souviens, quand j'écrivais, c'était 35% en Tunisie, 27% en Algérie, 25% au Maroc. Donc ça, puis un esprit de fermeture du groupe sur lui-même. Et donc c'est un peu différent. Et c'est un peu plus difficile. Et je disais à l'époque, mais regardez les taux de mariage mixte des filles d'immigrés algériens en France, elles sont déjà très supérieures à celles des filles d'immigrés pakistanais en Angleterre ou aux filles d'immigrés turcs en Allemagne. On peut dire qu'il y a une différence supplémentaire, mais cette différence, dans le cas de la France, où les gens n'aiment pas les différences, va être résorbée. Ce que je n'avais pas prévu à l'époque, je crois que le bouquin date de 1994, 1994, c'est que la machine économique et sociale allait être bloquée par à la fois la globalisation et la construction européenne. Et il est évident que
pour résorber une différence culturelle réelle, il faut du dynamisme économique. Il faut de l'ascenseur social, il faut de la mobilité sociale. Et comme la société française tend vers une mobilité sociale zéro, est totalement paralysée, évidemment, vous observez des phénomènes de refermeture de groupes sur eux-mêmes. Mais en fait, tous les groupes se referment sur eux-mêmes. Comme la société française est paralysée par une sorte de crise économique, à 10% de chômage permanent, vous ne pouvez plus assimiler proprement. Et donc, mais, comment dire, on est très loin du racisme. Et je pense qu'on est... Je crois que j'ai un peu trop sous-estimé le ressentiment de la guerre d'Algérie, les problèmes coloniaux, etc. Mais quand même, je pense que dans l'analyse, on en parle trop et que les vraies raisons du conflit culturel implicite sont dans l'ordre du système de mœurs et du système familial. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qui angoissait terriblement les Français, c'était le statut de la femme arabe. Je pense que quand on étudie les sociétés, la question du statut de la femme est absolument fondateur. Bon, d'un côté, je vais dire que je ne tiens pas assez compte de l'histoire politique, ce qui est bizarre, puisque j'ai fait mes premières manifs sur les épaules de mes parents pendant la guerre d'Algérie. J'ai passé une partie de mon enfance à regarder si on n'allait pas être plastiqué par l'OAS à la maison. Mais je crois vraiment qu'il y avait des différences de mœurs du statut de la femme qui expliquent la situation de tension ou d'assimilation inachevée, mais qu'évidemment les séparatistes à la Zemmour ou autres sont totalement à côté de leur pompe. Il y a déjà eu tellement de mariages mixtes. C'est pas parfait, mais les groupes d'origine immigrée et d'origine française plus lointaine sont déjà soudés par le mariage. Donc c'est trop tard pour hurler comme des ânes qu'il y a trop de gens qui ont des prénoms musulmans. Ils sont à côté de leur pompe, mais leur discours est extrêmement véhiculé par les médias, oui. Omniprésent, et il a des effets dans le réel. Et c'est navrant. Et je suis tout à fait capable d'en tenir compte, puisque, par exemple, on m'a demandé, je suis sûr que vous allez le faire, mais donc je suscite la question, que pensais-je du souverainisme qui est censé triompher actuellement en France et de la revue de Onfray ou des choses comme ça, la réunion des souverainistes soi-disant de gauche et soi-disant de droite. Si on pense à des questions économiques ou à des rapports à l'Europe, je serais sans doute pas loin. Mais l'une des choses qui pourrit ce souverainisme, c'est de façon souterraine, une sorte de xénophobie anti-musulmane, pas anti-noire, anti-musulmane, une obsession de l'islam. Il y a des cas qui ne doivent pas coller à ça, mais qui est, comment dire, qui pour moi est un problème pas uniquement moral. C'est inacceptable sur le plan moral. Mais surtout, ça fait du souverainisme à la française, tel qu'il se profile, un échec assuré. C'est-à-dire, c'est pour se chauffer, c'est pour... Non, haïr, ça fait du bien, vous voyez. Mais l'idée d'une reconstruction nationale dans une puissance moyenne comme la France, sous l'emprise de l'Allemagne, qui est maintenant le géant interne à l'Europe, dans un contexte où vous avez, comme l'a montré mon copain Fourquet, à l'état civil, 20% de naissances, ou un petit peu moins, de gosses portant des prénoms musulmans, je veux dire, vous vous désarmez. C'est-à-dire, il faut être fort, il faut être uni en tant que Français. On n'est pas si nombreux, on est quoi, 67 millions. On ne va pas se priver dans les jeunes générations de 20% des mecs qui ont des noms musulmans ou arabes ou kabyles. C'est juste pas possible, c'est se condamner à l'impuissance. Donc je vois bien les choses, vous voyez, je peux en parler. Et c'est ce qui me permet de vous dire, bien sûr ça existe, bien sûr ça a des effets, bien sûr ça crispe tout le monde, mais surtout, au stade actuel, dans les derniers développements culturels, ça fait des souverainistes à la française qui sont obsédés par... j'ai feuilleté la revue d'Onfray, j'ai vu défiler les noms, à part mon copain Boulot qui s'est égaré là temporairement, c'est effrayant. Hein. Mais c'est surtout, c'est pas juste que c'est mal, c'est que, je dirais, vous voyez,
les gens se sont saisis des résultats de Fourquet, c'est 20% d'essence musulmane, en disant on l'avait bien dit, le grand remplacement, c'est affreux, etc. Mais en fait, dire que c'est affreux, c'est se donner des satisfactions de retraités, parce que ces gens sont là. Donc si vous dites que il faut une France indépendante, souveraine, etc., mais si vous n'avez pas, et si vous dites, ben, il y a déjà, dans les jeunes générations, il y a 20% des mecs qui sont là qui ne sont pas des vrais Français, putain, vous allez bien par rapport aux Européens et par rapport aux Allemands. C'est très important. La précondition d'un souverainisme efficace, ça serait d'être inclusif, intégrateur. Alors peut-être que les manifs dont vous parlez est le début de ça. Je ne sais pas. Mais si on n'inclut pas, ça serait une sorte de pacte fondamental. Si on veut que la France continue d'exister, il faut faire un pari optimiste. Bien entendu, se détacher de l'euro et de toutes ces momeries d'énarques débiles, mais il faut faire le pari que, bon, bien sûr, il y a des petites différences culturelles et qu'il y a une question de saut de la foi. Un saut de la foi optimiste et généreux, et sans ça, les mecs qui sont là faire leur petite revue grognonne, ça m'intéresse pas, moi. Vous partez du principe que les gens veulent la paix, mais certains veulent la guerre civile. Voilà, très bien. Ben, moi, non. Moi, je suis un retraité paisible. Et si aimer la France, ou prétendre qu'on aime la France, c'est se préparer à taper sur d'autres Français, je ne suis pas intéressé. On va terminer sur cette belle conclusion. Je rappelle le titre de votre livre pour lequel vous achevez une campagne médiatique absolument, je ne dirais pas triomphale, car elle a été quand même semée d'embûches, mais en tout cas massive. Quelle conclusion d'ailleurs vous en avez tiré sur l'état des fabricants d'opinion dans le pays? Vous avez eu quelques passages hauts en couleur, notamment face à Romain Goupil, chez Laurent Wauquiez. Oui, alors il y a des types, on voit des débiles payés pour vous insulter à la télé, ça c'est le cas de Romain Goupil. Mais en fait, je peux dire pourquoi j'avais accepté d'aller à On n'est pas couché, c'est comme ça que ça s'appelle. De toute façon, ça n'existera plus l'année prochaine. Voilà, moi je peux dire, je peux balancer. Vous savez pourquoi je refusais toujours ces trucs? En fait, pour une raison qui m'échappe, j'aime bien Ruquier, je trouve qu'il est rapide, etc. Bon, mais ce genre d'émission, je refuse toujours, comme les terriens, là, un truc. Je les aime bien tous, je regarde quelquefois. Mais là, en fait, comme j'étais boycotté par France Inter, interdit d'antenne, je me disais que si j'allais sur une chaîne publique faire le guignol, on n'est pas couché, et ben ça forcerait la main de France Inter, qui ne pourrait pas, comme la dernière fois, pour mon dernier bouquin, m'annuler 3 émissions de suite. Ça a été efficace. Et ça a marché. Mais évidemment, j'ai été confronté à un Ali Badou grossier, débile, insultant, que de mon point de vue, j'ai maîtrisé. Merci Emmanuel Todd. Voilà. Merci d'être venu à QG. Donc, je rappelle le titre de votre dernier livre, « Les luttes de classe en France au XXIe siècle ». Je rappelle aussi à ceux qui nous écoutent que nous célébrons le premier anniversaire de QG, que pour l'occasion, vous pouvez bénéficier d'une offre d'abonnement à 1 € le premier mois. Plus que jamais, la bataille de l'information libérée du CAC 40 et du pouvoir a son importance. Et je vous dis à tous à très bientôt.